Bonjour et bienvenue sur les mystères de l'imaginaire. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle lecture audio. Justement, pour ne rater aucune future lecture, ainsi que les teasers et bandes annonces de mes prochains écrits, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout, pensez à activer la petite cloche des notifications. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous un passionnant récit qui s'intitule Un autre monde. Il a été écrit par l'auteur J.H. Roni. J'en fais le résumé suivant. Dans une famille ordinaire, naît un enfant bien étrange. Sa couleur de peau, l'apparence de ses yeux, sa maigreur et sa façon de s'exprimer à mesure qu'il grandit ne ressemblent en rien à des caractéristiques humaines. Mais sa singularité ne s'arrête pas là. Il est capable de voir un monde qui nous est invisible. Cet étrange personnage devenu homme nous raconte alors son incroyable histoire. Le résumé vous intéresse? Alors c'est parti. Chapitre 1. Je suis natif de la Gueldre. Notre patrimoine se réduit à quelques acres de bruyère et d'eau jaune. Des pins croissent sur la bordure qui frémissent avec un bruit de métal. La ferme n'a plus que de rares chambres habitables et meurt pierre à pierre dans la solitude. Nous sommes une vieille famille de pasteurs, jadis nombreuse, maintenant réduite à mes parents, ma sœur et moi-même. Je vins au monde avec une organisation unique. Dès l'abord, je fus un objet d'étonnement. Non que je parusse mal conformé. J'étais, m'a-t-on dit, de plus gracieux de corps et de visage qu'on ne l'est d'habitude en naissant. Mais j'avais le teint le plus extraordinaire, une espèce de violet pâle, mais très net. À la lueur des lampes, surtout des lampes à huile, cette nuance pâlissait encore, devenait d'un blanc étrange, comme un lys immergé sous l'eau. C'est du moins la vision des autres hommes, car moi-même je me vois différemment, comme je vois différemment tous les objets de ce monde. À cette première particularité s'en joignaient d'autres qui se révélèrent plus tard. Quoique né avec les apparences de la santé, je grandis péniblement. J'étais maigre, je me plaignais sans cesse. À l'âge de 8 mois, on ne m'avait pas encore vu sourire. On désespéra bientôt de m'élever. Le médecin de Zwaantendam me déclara atteint de misère physiologique. Il n'y vit d'autre remède qu'une hygiène rigoureuse. Je n'en dépérissais pas moins. On s'attendait de jour en jour à me voir disparaître. Mon père, je crois, s'y était résigné, peu flatté dans son amour-propre hollandais d'ordre et de régularité. Ma mère au rebours m'aimait en proportion même de ma bizarrerie, ayant fini par trouver aimable la teinte de ma peau. Les choses en étaient là, lorsqu'un événement bien simple me vint en aide. Comme tout devait être anormal, pour moi, cet événement fut une cause de scandale et d'appréhension. Au départ d'une servante, on prit pour la remplacer une vigoureuse fille de la Frise, pleine d'ardeur au travail et d'honnêteté, mais encline à la boisson. Je fus confiée à la nouvelle venue. Me voyant si débile, elle imagina de me donner en cachette un peu de bière et d'eau mêlée de schiedam, remède selon elle souverain contre tous les maux. Le plus curieux, c'est que je ne tardai pas à reprendre des forces, et que je montrai dès lors une prédilection extraordinaire pour les alcools. La bonne fille s'en réjouit secrètement, non sans goûter quelque plaisir à intriguer mes parents et le docteur. Mise au pied du mur, elle finit par dévoiler le mystère. Mon père entra dans une violente colère. Le docteur cria à la superstition et à l'ignorance. Des ordres sévères furent donnés aux servantes. On retira ma garde à la frisonne. Je recommençai à maigrir, à dépérir, jusqu'à ce que, n'écoutant que sa tendresse, ma mère m'eût remis au régime de la bière et au schiedam. Incontinent, je repris vigueur et vivacité. L'expérience était concluante. L'alcool se dévoilait indispensable à ma santé. Mon père en éprouva de l'humiliation. Le docteur se tira d'affaire en ordonnant des vins médicinaux. Et depuis, ma santé fut excellente. On ne se fit pas faute de me prédire une carrière d'ivrognerie et de débauche. Peu après cet incident, une nouvelle anomalie frappa mon entourage. Mes yeux, qui tout d'abord avaient paru normaux, devinrent étrangement opaques, prirent une apparence cornée, comme les élytres de certains coléoptères. Le docteur en augura que je perdais la vue. Il avoua toutefois que le mal lui semblait absolument étrange, et tel qu'il ne lui avait jamais été donné d'en étudier de semblables. Bientôt la pupille se confondit tellement avec l'iris qu'il devint impossible de les discerner l'un de l'autre.
On remarqua en outre que je pouvais regarder le soleil sans en paraître incommodé. À la vérité, je n'étais nullement aveugle, et même, il fallut finir par avouer que j'y voyais fort convenablement. J'arrivai ainsi à l'âge de 3 ans. J'étais alors, selon l'opinion de notre voisinage, un petit monstre. La couleur violette de mon teint avait peu varié. Mes yeux étaient complètement opaques. Je parlais difficilement et avec une rapidité incroyable. J'étais adroit de mes mains et bien conformé pour tous les mouvements qui demandent plus de prestesse que de force. On ne niait pas que j'eusse été gracieux et joli si j'avais eu le teint normal et les prunelles transparentes. Je montrais de l'intelligence, mais avec des lacunes que mon entourage n'approfondit pas, d'autant que, sauf ma mère et la frisonne, on ne m'aimait guère. J'étais pour les étrangers un objet de curiosité, et pour mon père, une mortification continuelle. Si d'ailleurs celui-ci avait conservé quelque espoir de me voir redevenir pareil aux autres hommes, le temps se chargea de le dissuader. Je devins de plus en plus étrange, par mes goûts, par mes habitudes, par mes qualités. À 6 ans, je me nourrissais presque uniquement d'alcool. À peine si je prenais quelques bouchées de légumes et de fruits. Je grandissais prodigieusement vite. J'étais incroyablement maigre et léger. J'entends léger même du point de vue spécifique, ce qui est justement le contraire des maigres. Ainsi, je nageais sans la moindre peine. Je flottais comme une planche de peuplier. Ma tête n'enfonçait guère plus que le reste de mon corps. J'étais leste en proportion de cette légèreté. Je courais avec la rapidité d'un chevreuil. Je franchissais facilement des fossés et des obstacles que nul homme n'eût seulement essayé de franchir. En un clin d'œil, j'atteignais la cime de hêtre où, ce qui surprenait le plus encore, je sautais sur le toit de notre ferme. En revanche, le moindre fardeau m'excédait. Tout cela, en somme, n'était que des phénomènes indicatifs d'une nature spéciale, qui n'eussent par eux-mêmes contribué qu'à me singulariser et à me faire malvenir. Aucun ne me classait en dehors de l'humanité. Sans doute j'étais un monstre, mais certes pas autant que ceux qui naissent avec des cornes ou des oreilles de bête, une tête de veau ou de cheval, des nageoires, point d'yeux ou un œil supplémentaire, 4 bras, 4 jambes, ou sans bras ni jambes. Ma peau, malgré sa nuance surprenante, était bien près de n'être qu'une peau hâlée. Mes yeux n'avaient rien de répugnant malgré leur opacité. Mon agilité extrême était plutôt une qualité qu'un défaut. Mon besoin d'alcool pouvait passer pour un simple vice, une hérédité d'ivrogne. Les rustres d'ailleurs, comme notre servante frisonne, n'y voyaient qu'une confirmation de leurs idées sur la force du schiedam, une démonstration un peu vive de l'excellence de leur goût. Quant à la vitesse de ma parole, à sa volubilité, qu'il était impossible de suivre, cela semblait se confondre avec les défauts de prononciation, bredouillements, aiséments, bégaiements, communs à tant de petits enfants. Je n'avais donc à proprement dire pas de caractère marqué de monstruosité, quoique l'ensemble fût extraordinaire. C'est que le plus curieux de ma nature échappait à mon entourage, car nul ne se rendait compte que ma vision différait étrangement de la vision normale. Si je voyais moins bien certaines choses que les autres, j'en voyais un grand nombre que personne ne voit. Cette différence se manifestait spécialement devant les couleurs. Tout ce qu'on dénomme rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo m'apparaissait d'un gris plus ou moins noirâtre, tandis que je percevais le violet et une série de couleurs au-delà des couleurs qui ne sont que nuits pour les hommes normaux. J'ai reconnu plus tard que je distingue ainsi une quinzaine de couleurs aussi dissemblables que par exemple le jaune et le vert, avec bien entendu l'infini des dégradations. En second lieu, la transparence ne se manifeste pas à mon œil dans des conditions ordinaires. Je vois médiocrement à travers une vitre et à travers l'eau. Le vert est très coloré pour moi. L'eau l'est sensiblement, même sous une faible épaisseur. Beaucoup de cristaux dits diaphanes sont plus ou moins opaques. Au rebours, un très grand nombre de corps dits opaques n'arrêtent pas ma vision. En général, je vois au travers des corps beaucoup plus fréquemment que vous. Et la transludité, la transparence trouble, se présente si souvent que je puis dire qu'elle est pour mon œil la règle de la nature, tandis que l'opacité complète est l'exception. C'est ainsi que je discerne les objets à travers le bois, les feuilles, les pétales des fleurs, le fer magnétique,
la houille, etc. L'air et la vapeur d'eau sont transparents et pourtant colorés, ainsi que certains échantillons d'acier, certaines argiles très pures. Les nuages ne m'empêchent pas d'apercevoir le soleil ni les étoiles. Cette différence de ma vision avec celle des autres hommes était, comme je l'ai dit, très peu remarquée par mes proches. On croyait que je distinguais mal les couleurs, voilà tout. C'est une infirmité trop commune pour attirer beaucoup l'attention. Elle était sans conséquence pour les menus actes de ma vie, car je voyais les formes des objets de la même manière, et peut-être plus subtilement, que la majorité des hommes. Vous pourriez croire qu'il y avait une manière d'accord entre mes couleurs et celles des autres, et qu'alors cela revenait au même si j'avais vu leurs couleurs. Mon clavier de teinte n'a pas de correspondance avec le vôtre. Quand j'accepte d'appeler jaune à la fois du laiton et de l'or, c'est un peu comme si vous acceptiez de nommer rouge un bleuet aussi bien qu'un coquelicot. J'espère que cette lecture vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo ou à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Merci et je vous dis à très vite pour la suite.